Yo les gars, comment ça va? Aujourd'hui, vidéo, rien à voir avec d'habitude. On va se poser tranquillement et je vais répondre à vos questions. Un format un petit peu plus chill, décontracté, mais vous allez en apprendre beaucoup. J'ai pas envie de faire une intro complexe pour dire que ta vie elle va être merdique si tu regardes pas cette vidéo et que ta vie elle va changer si tu la regardes. Mais sache que si tu m'as posé des questions sur mon Twitter ou si des personnes ont posé des questions qui peuvent répondre à tes problématiques, tu risques d'en apprendre beaucoup aujourd'hui. Donc je t'invite à t'installer confortablement. Cette vidéo risque d'être un petit peu plus longue que d'habitude, mais on va être posé, on va passer un bon moment et franchement ça va être pas mal. Bref, commençons sans plus tarder. J'aimerais commencer cette vidéo par une question qui m'a été posée et qui pour moi est peut-être l'une des plus importantes. Cette question, c'est une question de Noah. Noah qui me demande si je devais transmettre une seule citation à mon fils, laquelle ça serait? Eh bien, ça serait la citation que mon père lui a inculquée avant lui et que, ça je spécule un petit peu, et que je pense son père encore avant lui a inculqué dès son plus jeune âge. Cette citation, elle était gravée dans mon, pas dans mon salon, mais dans mon, pour aller de ma cuisine à mon salon, je sais pas comment on appelle ça. Elle était gravée sur un panneau comme ça. C'est mon grand-père qui l'avait taillée dans du bois à ce moment-là, quand il était plus jeune. Et cette citation, c'est la suivante. On n'a rien sans peine. Et cette citation, peut-être qu'elle est fausse, parce on peut avoir des choses sans peine, mais elle est franchement plutôt vraie dans quasiment toutes les situations. Donc, on n'a rien sans peine, et ça, c'est une valeur qui est ancrée tout au fond de moi, que mon père m'a transmise et que je transmettrai à mon fils et qui j'espère le transmettra à son fils aussi. C'est l'une des valeurs les plus fondamentales pour moi et ça a trop d'importance de vraiment comprendre ça à son plus jeune âge. Maintenant, deuxième question, et elle je la reçois beaucoup trop souvent. Quel est ton numéro de sirette? Les gars, est-ce que vous pensez sérieusement que j'habite encore en France et que j'ai un putain de numéro de sirette pour me faire taxer à 50%? J'ai donné de l'argent à la France, c'est cool. J'ai quitté l'école à 15 ans parce que le système scolaire ne m'allait pas. Je suis pas d'accord avec la politique globale de la France. Je pense que la plupart des gens ne le sont pas. Donc, j'ai donné ce que j'ai reçu. C'est bon, tranquille. Donc, numéro de sirette, j'en ai pas, vu que j'ai pas d'entreprise en France. J'ai plusieurs entreprises, notamment à Dubaï, aux États-Unis, dans plein de pays. Je vais pas non plus toutes les donner. Mais bref, je suis installé à plusieurs endroits. J'ai pas de numéro de sirette. Je sais que ça répond au voyeurisme des gens, mais qu'est-ce que tu veux? Je vais pas te donner mon numéro de sirette. Déjà, je trouve que je montre des chiffres sur Twitter notamment, et j'aime pas trop ça, montrer mes chiffres, parce que bah déjà de 1 ça change, 2 ça crée des prédateurs, et 3 ça attire les haineux. Mais bon, ça fait des vues, donc qu'est-ce que tu veux, les gens aiment ça. À un moment, on veut créer de la croissance aussi, quoi. Donc, nique vos mères, vous me cassez les couilles à demander mon numéro de sirette, allumez votre cerveau, les gars. Vous pensez quoi? Sérieux, enfin bref, réfléchissez 2 secondes. Maintenant, question de Léo, pourquoi entreprendre aux US? Bah en fait, parce que l'oseille, il est là-bas, et les gens achètent plus, les gens ont beaucoup plus de besoins. Genre, en vrai, on se rend pas compte, mais les US, c'est un pays qui va pas super bien. Genre, les gens souffrent profondément, vu qu'ils sont très sensibles à un peu tout. Tous les jours, on appuie sur leur douleur en boucle, en boucle, en boucle. Donc, première raison, ils achètent plus. 2, leurs problèmes sont beaucoup plus puissants. Et 3, ils sont beaucoup plus nombreux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu scales fort. Tu scales très puissant. Genre, tu fais énormément d'oseille quand tu scales. En fait, quand tu mets 1 euro dans la machine et que t'en sors 2, et ben en fait, tu peux le faire pendant beaucoup plus longtemps qu'en France, par exemple. Question de Bart, tu penses quoi du délire Elysium de Tugan Barra? Avant de répondre à cette question, j'aimerais te dire que j'ai rencontré plusieurs fois Tugan, pareil pour Yomi aussi, pareil pour Oussama, Andrew Tate aussi. Comme ça, on pose les bases. Hein. Vous me voyez comme ça, oh mais il a pas beaucoup d'abonnés. Frérot, j'ai une vie au dehors de YouTube. J'ai même une vie très chargée, notamment, comme je te l'ai dit dans la vidéo sur mes business, ou peut-être qu'elle n'est pas encore sortie. J'ai un business qui est de la mise en relation. Donc le réseau, c'est quelque chose de très important pour moi. Bref, qu'est-ce que je pense d'Elysium de Tugan Barra? Je pense que c'est un fantasme de la plupart des gens. Pour moi, il y a une situation globale dans laquelle la classe moyenne rejoint en ce moment la classe pauvre et les riches deviennent encore plus riches. Ça a toujours été le cas, les riches deviennent encore plus riches. Sauf que là, l'ascenseur social, comme il dit Tugan Barra, eh bien, est détruit. Et c'est plutôt vrai, mais c'est aussi plutôt faux. Ça a jamais été aussi facile de passer de pauvre à riche, enfin de no-name à millionnaire. Donc, d'un côté c'est vrai et d'un côté c'est faux. Parce que qu'est-ce qui fait Elysium, donc le film? C'est que quand t'es pauvre, tu peux pas aller sur Elysium, donc la planète supérieure entre guillemets où il y a tous les riches. Sauf que là, aujourd'hui, dans 20 ans, on pourra encore être, en tant que pauvre, aller d'un point A à un point B, donc de pauvre à riche. Donc d'un côté, je suis d'accord avec lui sur le point que les riches, notamment ici moi à Dubaï ou Singapour ou Hong Kong, et ben franchement, on a tout ce qu'on veut, genre littéralement tout ce qu'on veut, en un claquement de doigts. D'ailleurs, je sais pas si vous savez, mais à Dubaï, on a une application qui s'appelle Noon, et sur Noon, ils ont un onglet 15 minutes delivery, ce qui veut dire qu'en 15 minutes, tu peux commander tout ce que tu veux. En 15 minutes, tu commandes un iPhone. Mon Mac, il casse. En 15 minutes, j'ai un nouveau Mac.
Vraiment 15 minutes, c'est une dinguerie. Bref, à Dubaï, vous avez accès à tout ce que vous voulez. Mon médecin, il vient chez moi. Mon coiffeur, il vient chez moi. Prise de sang 24 heures, c'est chez moi. Bref, la seule condition, c'est pouvoir payer. Et encore, c'est même pas si cher. Enfin, ça dépend combien tu gagnes, mais si tu gagnes 100 000 € par mois, bon bah voilà, tu peux venir à Dubaï tranquillement et être le roi du pétrole. Enfin, qu'est-ce que je pense d'Elysium de Tougan Barra? Je pense que c'est assez extrême, que ça correspond bien à son personnage, mais il y a des choses qu'il faut prendre et il y a des choses qu'il faut laisser dans ce parallèle. Question d'Alexis, tu te rases les cheveux à blanc ou au rasoir? Alors déjà, je vais répondre que je me rase la barbe à la chavette, et des fois ça fait des petits dégâts là, je sais pas si vous voyez comme ça. Et je me rase les cheveux au rasoir, donc là je suis à 1 mm au-dessus, des fois je suis à 1,5, ça dépend. Donc voilà, je sais pas pourquoi tu poses cette question, mais maintenant tu sais que je me rase au rasoir, voilà. Question de Hugo, merci Valère pour la valeur que tu apportes. Est-ce que tu as un régime alimentaire précis, keto, paléo, méditerranéen? Moi, faut savoir que je mange entre 3000 et 3700 calories par jour. Mon régime s'affiche juste ici, je l'ai fait avec ChatGPT, je vous invite à le faire pareil avec ChatGPT. J'ai un cuisinier, enfin une cuisinière en l'occurrence chez moi qui me cuisine mes plats, donc je mange grosso modo tous les jours la même chose et j'ai pas forcément de régime particulier, juste j'ai besoin de 2,2 fois mon kilo de poids de corps en protéines et puis c'est un peu tout ce qui compte pour moi. Voilà, en gros faut que je mange à ma faim et que je prenne de la masse. Actuellement je fais, tu m'as pas demandé, mais je fais 1m72 pour 73 kilos et j'ai les abdos, donc je suis vraiment très sec quoi, c'est quasiment que du muscle. Mon objectif c'est d'aller à 77-80 et stabiliser dans ces eaux là. Sachant que je reviens, j'ai commencé l'année à 64 hein, donc j'ai pris 8 kilos en un an, ce qui est pas dégueu. 64 à 72, je suis plutôt content de ma prise de masse. Question de Johan, comment faire des bonnes pubs Facebook? La fameuse question. Je pourrais te dire qu'il y a une recette magique. Je pourrais te dire que franchement les pubs Facebook, il y a un secret. Et si t'as compris ce secret, bam, ton business il explose. La vérité, c'est que comme tous les business, il n'y a pas de secret. Comme dans tout, c'est du testing, c'est long et c'est chiant. Pour faire des bonnes pubs Facebook, il faut faire des pubs Facebook. Il faut faire... Honnêtement, moi sur un funnel, je conseille au minimum entre 9 et 12 pubs. Tu fais 9 et 12 pubs, tu vois lesquels ont le CTR et le CPM. Donc le CTR, c'est le coût par résultat le plus bas et le coût par impression le plus bas. C'est-à-dire que pour un budget dépensé, quelle est la plus rentable? Ok, en gros, c'est ça qu'il faut se poser comme question. Tu prends la pub la plus rentable, ou les deux pubs les plus rentables, et t'en crées 3 duplications. Par exemple, supposons que tu as suivi une structure, tu as fait, je sais pas moi, tu as fait un hook story offer, un classique de Russell Brunson. Tu fais un hook story offer, tu vois que ça, c'est celle qui cartonne le plus sur tes ads, et bah, tu refais 3 ads, hook story offer en reprenant les mêmes éléments. Tu changes quelques trucs, tu prends les meilleurs ads qui ont le mieux cartonné chez toi. Donc c'est ça, c'est simple. Toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, tu prends tes 2 meilleurs ads et t'en fais 3 variantes. Et tu fais ça toutes les semaines. Et à un moment, tu te retrouves avec des ads best-sellers. En gros, c'est ce qu'il faut faire. Question de John. Quel est selon toi le meilleur business ou le plus prometteur jusqu'à présent et celle qui est le plus susceptible de faire sensation dans les 5 ans mais qui ne l'est pas jusqu'à présent? En gros, quel est le business sous-coté actuellement mais qui va faire le dropshipping effect dans 5 ans? Ça, c'est une très bonne question et pour moi, c'est les cryptos. Pour moi, hein, honnêtement, mais le souci avec les cryptos, c'est qu'il faut un capital. Et c'est pas crypto en mode wouhou, j'ai acheté du Shiba, let's go. Non, quand je dis crypto, c'est créer un business crypto. C'est apporter de la valeur au blockchain. C'est qu'est-ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui dans la blockchain et que toi tu résous comme problème. En fait, je me dis, il y a tellement à build dans les cryptos aujourd'hui, enfin à construire, que bah vas-y, construis frérot, c'est le moment quoi, c'est mon avis. Donc pour moi, le business qui va cartonner dans 5 ans et aujourd'hui qui est méga chiant, c'est construire des putains de projets crypto, pas des projets de merde, genre des shitcoins, non, même si j'ai rien contre les shitcoins, hein, j'ai plein d'amis qui se sont remplis les poches grâce à ça, donc je suis très content pour eux. Je dis juste que faire des projets très sérieux, c'est pas si compliqué aujourd'hui, vraiment, et ça peut rapporter vraiment très gros. Et le mec, en fait, on va être là, Ouais, alors en 2023, personne ne parlait de lui, il construisait dans son coin un petit projet que personne n'entendait parler, et là on est en 2028, 2 boules plus tard, le mec il pèse 200 millions, mais comment il a fait? Et ben en fait, pendant que tout le monde était contre lui, pendant que la vague était... pendant qu'il se passait rien, quoi, lui, il était là en train de construire tous les jours. Et il a misé au bon moment sur la bonne blockchain, il était au bon endroit. Et là, il se retrouve avec plusieurs dizaines, centaines de millions. Donc, pour moi, c'est un petit peu ça le business du futur. Question de 100 kilos, faut-il être méchant pour réussir? Non. Question suivante. Non, je vais peut-être y répondre plus sérieusement. Les gens pensent que les riches sont des arnaqueurs, que les riches prennent l'argent aux autres. Alors déjà, non, les riches créent la valeur, genre vraiment, ils créent de l'argent. Il y a les banques centrales,
et il y a les entrepreneurs. C'est peut-être l'un des rôles les plus importants pour la société, franchement, pour le capitalisme en tout cas. Donc non, on n'a pas besoin d'être méchant pour réussir. Je sais pas d'où vient cette croyance limitante. Question de Lucrypto, justement on parlait de croyances limitantes. Peut-on passer ces croyances limitantes seul ou faut-il nécessairement une aide extérieure? Le principe même d'une croyance limitante, c'est que tu sais pas que tu l'as. Toi, t'as des croyances limitantes, pas forcément Lucrypto, mais enfin si, mais toi qui me regardes, moi j'en ai. On a tous des croyances. Elon Musk a des croyances limitantes. Tout le monde a des croyances limitantes. Mais le seul moyen d'arrêter d'avoir des croyances limitantes, c'est d'en prendre conscience. Donc soit tu travailles sur toi-même et tu te dis qu'est-ce que je pense être vrai mais qu'en réalité est faux. En fait, tu peux pas savoir ça. Enfin, tu peux pas te auto-comprendre tes croyances limitantes. Tu peux avoir des révélations lorsque tu apprends quelque chose de nouveau, mais dans ce cas-là, c'est cet apprentissage qui t'a fait changer tes croyances limitantes. Mais en général, les croyances limitantes, t'en es même pas conscient. Et justement, la première étape pour plus avoir de croyances limitantes, c'est d'en être conscient. Ou alors, si t'es conscient d'une croyance limitante mais que tu l'as toujours, c'est que t'as pas les couilles de faire les actions nécessaires. Aussi simplement que ça. Pour changer cette croyance. Deuxième question, pour du consulting, je ferais mieux de m'associer à un closer ou faire tout moi-même. Alors tu pourrais t'associer à un closer, ça dépend du trafic que tu as, mais de toute façon à un moment tu vas être obligé. T'associer à un closer, apparemment une association, le closer tu lui passes 10% de la vente et puis voilà, c'est fini. Donc est-ce que le fait de t'associer à un closer, ça va augmenter tes ventes ? Oui, sûrement, la plupart du temps. Et est-ce que ce que tu lui donnes, ça va augmenter... Enfin, est-ce qu'en payant 250 balles ton closer par vente, imaginons, ça te fait gagner plus que en moyenne 250 balles par vente? Demande-toi oui ou non. La réponse est sûrement oui, donc je te dirais oui. Et aussi la question qu'il faut se poser, c'est combien vaut ton temps? Focus-toi sur acquérir du trafic, pas convertir ce trafic. Question de FDPH Terminator, est-ce que tu utilises une régie pub autre que Facebook? Si oui, lesquelles? Ouais, j'utilise donc Facebook Ads principalement, j'utilise aussi YouTube Ads. J'ai testé tout ce qui est native ads, genre Taboola, AdBrain, Click 360, non Ad 360. Et franchement, c'est des bonnes régies, mais c'est pas adapté à mon marketing en fait. Faut faire des advertorials, ce que je ne fais pas. Donc j'ai testé, ça marche pas sur moi. Après, il y a plein de gens chez qui ça marche. Il y a plein de gens chez qui Facebook ça marche pas et le native ad ça marche. Donc voilà. Moi, ce qui marche bien, c'est YouTube, Facebook, parce que je peux vraiment être très précis dans mon ciblage. Et ça, c'est génial. Question d'Aquarius, comment scale à 10K par mois en agence? Faut-il mélanger plusieurs sources de revenus, e-com, infoprenariat, agence? Non. 10K par mois, c'est pas des chiffres très élevés, hein, tu sais. 10K par mois, c'est beaucoup, mais c'est 333 € par jour de bénéf. Et franchement, c'est pas... Ça peut paraître beaucoup, hein, mais c'est pas tant que ça. Franchement, c'est pas tant que ça. Donc moi, si je te dirais, hein, c'est un peu ce que dit Hormozy, hein, c'est une offre, une source d'acquisition et un produit. Je trouve que c'est ça qu'il dit. Je suis assez d'accord avec lui là-dessus, c'est que t'as une offre. Tu perfectionnes ton offre comme un bâtard. T'es là, t'es à fond, la meilleure offre possible. Qu'est-ce que veut ton client? Tu prends tes clients en call, tu prends les gens qui acceptent pas, tu les prends en call, etc. Important pour mes amis closers ou même les gens qui essayent de closer des clients en call. Recordez vos calls, enregistrez-les, regardez-les après, prends les objections, écris des notes. Franchement, enregistrez vos calls, les gars, vraiment. Et demandez évidemment l'autorisation. Hein. Moi, il y a un mec qui enregistre mon call sans mon autorisation, j'attaque en justice, vraiment. Donc, demandez l'autorisation, c'est illégal. Donc, travaille sur ton offre, travaille sur ton acquisition de trafic et bourrine cette acquisition de trafic là. Et 3, faut que tu aies un produit de malade ou que tes produits en fait ils soient tellement bons qu'en fait les agences t'auto-recommandent quoi. Entre eux c'est oh putain, moi je suis avec lui, ça se passe super bien, vas-y viens. Moi mes média buyers c'est du bouche à oreille que je les ai trouvés. J'ai un pote il m'a dit oh putain il y a eux ils sont trop forts, viens chez eux, moi j'ai des super résultats. Je vais chez eux, effectivement j'ai les meilleurs résultats. J'ai des meilleurs résultats donc bon bah je reste chez eux et ils touchent 8% de mon ad spend tous les mois et ils mangent bien les mecs. Voilà un petit peu. Comment scaler une agence à 10K par mois. Question de Bastien, comment se recadrer en discipline lorsque tu es décalé? Par exemple, instaurer une routine du matin et s'y tenir sur du très long terme. Moi, ma technique, et ça franchement je recommande pas du tout pour me recaler, mais écoutez, je suis un humain, je suis pas parfait. Quand je suis décalé, notamment quand j'ai du jet lag, c'est que je vais faire une nuit blanche entière. Donc au lieu de me récaler et de dormir plus tôt, donc dormir beaucoup moins, je vais pas du tout dormir, donc je vais faire une nuit blanche complète. Et ensuite je vais me recaler tout seul. C'est-à-dire qu'en fait, si supposons que là j'ai des problèmes, je me couche genre à 3h du mat ou 2h du mat, je me dis ok, j'essaie de ne pas dormir le plus longtemps possible et genre à 5-6h du mat, je prends du café, je prends même des pilules de café, c'est de la caféine en pilule, ce qui fait que ça dure plus longtemps, ça a plus d'effet, je préfère. Enfin pour ce genre de trip, de délire de nuit blanche. Donc je prends des pilules de caféine, puis voilà, je fais un cycle complet, puis je poste toute la night quoi. Bon alors évidemment faut pas recorder des vidéos parce que tu vas être fatigué quoi. Ça c'est ce que je fais, c'est pas forcément ce que je recommande, mais ça marche très bien sur moi. Après si toi t'arrives bien à faire dans l'autre sens, fais-le dans l'autre sens. Dans la deuxième partie de la question, comment instaurer une routine et s'y tenir sur le long terme? Eh bien je te dirais que t'as pas le choix en fait. Moi je me vois un petit peu comme s'il y avait un mec qui mettait un flingue sur la tempe et il me dit Valère, si tu le fais pas, tu vas mourir. Sauf que
que ce mec, c'est moi. Moi, tu sais, j'aime bien me dire, c'est un peu bizarre de dire ça, mais il y a plusieurs personnes dans ma tête. Qu'il y a l'instructeur, le sergent et il y a l'exécutant. Donc ça veut dire l'exécutant, c'est le mec, toute la journée, il va être là, il va bosser, il va faire blablabla. Le sergent, ça va être celui qui va donner les ordres. C'est celui qui, le matin, il dit, fais ton rituel du matin. C'est celui qui va te dire, Valère, brosse-toi les dents. Valère, fais ton dayboard pour le lendemain. C'est celui qui va faire les plans sur la comète pour mode, ok, on va faire cette stratégie-là, cette stratégie-là, cette stratégie-là. Et après, il y a l'exécutant qui va les exécuter, comme son nom l'indique. Donc le sergent, c'est le stratège. Le sergent, il est là peut-être 20% du temps. Mais quand il est là, c'est intense. L'exécutant, c'est celui qui va faire son rituel du matin, celui qui va aller faire son sport, celui qui va faire tout ça. Donc moi j'ai un peu cette mentalité de sergent exécutant, et l'exécutant en fait il a pas le choix vu que le sergent lui a dit, et si en fait il a pas le choix, tu vois, c'est aussi simple que ça, j'ai pas le choix. Le stratège, quel est le business qui t'a permis d'atteindre le million à 19 ans? C'est l'infoprenariat. C'est en gros, je vends des formations aux États-Unis sans montrer mon visage en pub Facebook. En gros, ce que je fais, c'est que je fais une pub, j'envoie vers une vidéo de vente. Cette vidéo de vente, elle apprend aux darons de plus de 40 ans à perdre du poids avec une formation. Cette formation, je la délivre. Donc voilà, c'est hyper dur comme business, mais ça rapporte un max. D'ailleurs, une vidéo, si elle n'est pas encore sortie, peut-être qu'elle est sortie. Si elle est sortie, elle s'affiche juste ici. Et si elle n'est pas encore sortie, elle sort la semaine prochaine sur mes business, combien ça me rapporte, comment est-ce que je fais, etc., etc. Je vais pas spoil, mais en tout cas, je vends des formations aux États-Unis sans montrer mon visage. Et 2, c'est un mur porteur. J'ai pas compris ta question, frérot. Voilà. Maintenant, Paradise Ferry. Pourquoi un millionnaire apparu cet été sur Twitter en sponsorisant ses premières publications, donc il parle de moi, passe son temps libre sur le réseau social pour créer du contenu qui apporte des miettes comparé à ce qu'il sait déjà faire et qui lui a déjà rapporté des millions? Vraie question. Alors, première chose, toi tu sais pas écrire, ça c'était gratuit, mais cette question en gros je vais la résumer avec vous. Qu'est-ce que je fous sur Twitter sachant que j'ai déjà de l'oseille? C'est une très bonne question, c'est une très bonne question et je pense que beaucoup d'entre vous se la posent aussi et je vais y répondre dans un instant. On dirait que je suis un politicien. Non, en gros ce qu'il faut vous dire c'est que ok, j'ai de l'argent, c'est bien l'argent, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Ce qui compte aussi déjà, c'est c'est l'influence que tu as, c'est le pouvoir. 2, c'est pouvoir recruter dans ma communauté, donc ça a de la valeur. 3, c'est l'aspect communautaire. Mais j'ai une question, vous y répondez. Genre, supposons que j'ai un problème sur un de mes business. Je fais un tweet, et salut les gars, vous savez comment faire ça? Hop là, et tous les experts dans leur domaine, ils me font ouais, ok, merci. Et voilà. Au lieu de payer un consulting, j'ai ça. Et puis même, ce qui a vraiment de la valeur pour moi, c'est recruter dans ma communauté. Ou c'est demander des feedbacks. Ou si j'ai envie de lancer une techno de malade, genre un SaaS qui m'emmènera à 1 milliard. Et je peux vous demander, vous, d'être les bêta-testeurs gratuitement. Je peux vous envoyer de la valeur. En fait, avoir une communauté, c'est un asset qui a plus de valeur que beaucoup de choses. Regarde, demain, moi, ce que j'aime bien me dire, c'est que mon business, il tombe à 0. Demain, voilà. Hop là, tout mon business donc de vente de formation aux US, il s'écroule. 0, je fais 0. Genre, plus rien ne rentre. Et en fait, je peux toujours recréer un business avec ce que j'ai déjà, à savoir ma communauté. Je vous partage tout ce que j'ai appris. Tout ce que j'ai appris, comment monter un business, comment faire des millions, comment avoir un bon mindset à un jeune âge, comment apprendre stratégiquement. Tout ce que j'ai appris, je vous le vends et je me refais. Ouais, c'est un peu cru dit comme ça, mais en vrai, c'est un petit peu aussi un remède anti-pauvreté, quoi. Donc, d'un côté, j'ai cet asset communautaire où en mode je peux recruter dans ma commu et ça, c'est vraiment, ça a une valeur inouïe. 2, j'ai des gens qui m'apprécient, qui suivent mon contenu, qui à long terme m'apporteront de la valeur. Et puis, ça peut faire du réseau, genre si moi, toi, je te rends riche, ça m'intéresse d'avoir plus de potes riches. Tu vois ce que je veux dire? 3, j'ai déjà dit je peux recruter dans ma communauté, mais si j'ai besoin d'argent, si j'ai besoin de me refaire, si genre je fais un investissement foireux, je perds toute ma fortune, je peux me refaire en partageant de la valeur. Et c'est de la vente en mode, toi tu serais gagnant dans l'histoire. Genre limite je trouve ça un petit peu égoïste de ne pas vendre de produits, parce qu'en fait tellement il y aurait de la valeur dans mes produits que ça changerait vos vies. Genre vraiment. Genre si je me dis ok je prends 1 mois pour changer la vie de ma communauté, beaucoup de personnes changent de vie quoi, premier degré. Mais le truc c'est que c'est pas encore rentable pour moi, parce que ma communauté est trop petite. Je peux pas me focus 1 mois pour gagner 50 000 balles, tu vois. Parce que c'est pas rentable pour moi. Je me focus 1 mois sur un autre business, je prends 100K, 200, 300K. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Beaucoup de personnes se demandent ça en fait. Et après aussi, je passe pas. Là aujourd'hui, je suis en train de record 3 vidéos d'un coup. Je fais ça en 3-4 heures. Hop là, je prends une après-midi, c'est fini quoi. Donc je passe pas non plus 10 heures par jour. C'est un side business quoi. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question. X-Life Hack, comptes-tu vendre une formation sur ta chaîne YouTube? Si oui, et dans quel business? Est-ce que je compte? En fait, je pense que ouais. Tu vois, je pense que ça peut être bénéfique pour vous. Maintenant, comme je le disais juste avant, il faut que ça soit rentable pour moi. Pour l'instant, je sais que vous changez de vie, mais premier degré, ou alors votre business il explose avec mes conseils. J'en suis persuadé. Vraiment, j'en suis sûr, tu vois, que si tu suis mes conseils, ta vie change. Pourquoi? Parce que j'ai changé des vies par le passé. Des amis à moi, par exemple, ou des connaissances à qui je donne quelques conseils et bam, son business il fait x2, x5. Pourquoi? Parce que mon taf, c'est la vente. Moi, en gros, ce que je sais faire, c'est vendre. Qui, dans
l'entrepreneuriat n'a pas besoin de vendre. Je sais acquérir du trafic et je sais convertir ce trafic. Alors, c'est pas moi qui fais les produits, mais j'ai un process pour créer des produits. Si je t'apprends à acquérir du trafic et si je t'apprends à convertir ce trafic, obligé, tu deviens riche, frérot. Donc, comme je disais, c'est peut-être un petit peu égoïste de ma part de pas vendre de produits. Donc oui, je compte vendre un produit. Formation, sûrement, pas forcément, mais sûrement. Peut-être un livre aussi. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup écrire, un livre. Donc, j'aimerais bien vendre une formation à l'occasion. Mais si je le fais, c'est surtout pour créer un écosystème autour de moi. Parce que là, en fait, je sors du fric. Alors, regarde, là, il y a 3 caméras. Il y a un micro. Il y a du temps investi. Il y a du montage. D'ailleurs, big up au monteur qui fait de l'excellent travail. Donc, tout ça, ça demande de l'argent, du temps, etc. Et j'aimerais bien, à un moment, rentabiliser ça parce que c'est bien beau de recruter dans sa commu. C'est bien beau tout ça. Il y a l'aspect monétaire brut que j'aimerais bien. Parce que si je gagne, supposons 100 000 € par mois grâce à ma création de contenu, et bah, je pourrais investir ces 100 000 € pour créer encore plus de meilleurs contenus, créer encore plus de choses et avoir une meilleure autorité, avoir plus d'audience. Et en fait, c'est un cercle vertueux. Vendre des formations, pourquoi pas? Si c'est bénéfique pour les deux parties, franchement, je suis carrément ouvert à cette idée. Mais c'est, comme je l'ai dit, c'est clairement pas l'objectif principal de cette chaîne. Moi, j'ai mes business à côté, ça tourne très bien, tout est gratuit pour l'instant, j'en suis très content. Mais à tout moment, voilà, je peux vous vendre des produits et puis ce sera bénéfique pour vous, quoi. Franchement, je vous apporte mon expertise, vous changez de vie, tout le monde est gagnant. Et moi, je gagne de l'argent, donc c'est win-win. Question de Guilhem, si tu perdais tout demain, même toutes les connaissances actuelles, comment tu t'y reprendrais pour devenir riche? Sans mes connaissances actuelles, c'est vraiment compliqué, mais parce que j'aurais pas connaissance du business idéal à lancer, mais je dirais en fait, je ferais exactement la même chose, parce qu'en fait, je suis vraiment fait pour ça. Je sais au plus profond de moi que je suis fait pour la vente, et depuis tout petit. Je vais te raconter une petite anecdote, ça se passe en 6ème. En 6ème, tout le monde aimait les sucettes taches langue bleues. Je sais pas si toi, c'est peut-être pas ta génération, ou peut-être que toi, t'avais pas ça, mais nous, on avait les taches langue bleues, tu sais, les sucettes, ces petites sucettes, et quand tu la suces, bah, c'est vraiment ta langue bleue. Eh bien, on avait une seule boulangerie qui la vendait. Et moi, je me suis dit, ok, tu sais, moi, j'avais peut-être, genre, je sais pas, 70 €, 100 € peut-être à cet âge-là, parce que, tu sais, je prenais le bus tout seul, fallait que je paye mon ticket de bus et tout tous les jours. Donc, j'avais un petit peu d'argent et je me suis dit, ok, je kiffais la thune. À ce moment-là, déjà, en 6ème, on a quel âge? Je sais pas, on a 12 ans, comme ça. Bref, peu importe. Et je me dis, putain, ok, je vais acheter toutes les sucettes tache langue bleue de la boulangerie. J'achète toutes les sucettes, ça me coûte genre 20 balles, tu vois. Et maintenant, je les revends, donc elles coûtaient 10 centimes, je les revends 20 centimes devant le collège. Et c'est comme ça que j'ai fait mon premier retour sur investissement, où genre j'ai claqué 20 € et j'en ai tiré 40. Bon, j'en ai gardé pour moi, mais moi, j'en ai tiré 37, quoi. J'ai fait ça à 12 ans. Et après, j'ai commencé petit à petit à commencer à vendre des choses, etc. Et donc, je sais qu'au plus profond de moi, mon truc, c'est la vente. Je sais que je suis fait pour vendre, je sais que ça coule dans mes veines, je peux pas m'empêcher de continuer à apprendre, ça me stimule tout le temps. Depuis que je suis petit, depuis que je suis gosse, j'ai ça en moi. J'ai la vente en moi. Donc si je devais recommencer, je ferais le business actuel, donc vente de formation, parce que c'est là où on est vraiment le plus proche du prospect et de la vente. Donc vente de formation sur Call Traffic, c'est mon truc. C'est ce que je ferais. Mais en gros, la question, je pense que la question un petit peu dissimulée, c'est si tu devais recommencer de zéro, quel conseil tu donnerais à un débutant? Quel business idéal pour un débutant? Et je pense qu'il n'y en a pas vraiment. Je pense que ça dépend de chaque personne. Si toi, par exemple, ton truc, c'est pas travailler, mais 2000 € ou 1000 € par mois, ça te suffit. Bah, l'affiliation, ça peut être un bon truc, par exemple. Maintenant, si toi, 10 000 € par mois, mais continue à vendre ton temps, ça te va, eh bien, tu peux avoir une agence de social media marketing, par exemple. Ou si, comme moi, t'es prêt à travailler comme un malade, mais que temps n'est pas corrélé à l'argent que tu gagnes, mais que du coup, tu peux gagner énormément de fric, bah, il y a par exemple le dropshipping ou l'infoprenariat, ça peut rapporter littéralement des millions par mois. Mais tu peux travailler très bien dans le vent pendant hyper longtemps, mais quand ça pète fort. Tu vois, ça dépend de ce que t'es prêt à encaisser, ça dépend de ta psychologie, de ta personnalité, etc. Donc, il n'y a pas de business parfait, il y a autant de business qu'il n'y a d'entrepreneurs. Eh ouais, tu l'avais pas vu venir celle-là. C'est quoi ton funnel en Facebook Ads? S'il te plaît, divulgue tes funnels, juste la structure. Cette question, je l'ai énormément. Déjà, je vais vous répondre pourquoi est-ce que je partage pas mes funnels. C'est vrai ça, pourquoi est-ce que je partage pas mes funnels? Déjà, je vais te répondre. Est-ce que tu penses que les dropshippers, ils partagent leur site? Pourquoi? Parce qu'ils peuvent les voler. Moi, la différence, c'est que je suis DMCA Protect. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes funnels sont légaux, parce qu'il y a plein de funnels qui respectent pas la loi américaine. Mais moi, vu que je travaille en santé, je suis quasiment obligé. Donc, c'est légal. Mes funnels sont 100% dans la loi américaine. Le marketing est dans la loi. Et ils sont déclarés comme appartenant à ma société. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu me voles, je t'attaque en justice. Et je l'ai déjà fait. Je t'attaque en justice, je peux te ruiner. C'est la première chose. Donc, les gens qui volent mes funnels, je peux vous ruiner, les gars. Donc, ne volez aucun funnel, parce que vous pouvez être endetté et vous êtes attaqué en justice aux US. Et croyez-moi, aux US, ça rigole pas, les gars. Donc, ça, c'est la première chose. Tu voles mes funnels, t'es dans la merde, ta vie, elle est foutue. Mais tu cherches la merde avec moi, tu trouves la merde. Parce que là, c'est marrant. Wouhou, j'ai 20 ans, on rigole bien. J'ai un t-shirt blanc, wouhou, c'est cool. Je suis sur YouTube. Mais frérot, dans le business, je rigole pas. Hein. Je suis un vrai prédateur. Tu touches à mon fric, tu regrettes instantanément, ok? Donc, pourquoi est-ce que je monte pas mes funnels? Parce qu'on peut me les voler.
Après, tu me diras, ça peut être rentable pour moi de me les voler, mais j'ai pas que ça à foutre. 2, je trouve que c'est du voyeurisme, ça peut nuire à la conversion. C'est très bien. En fait, mon business, il se passe très bien sans montrer mon visage, sans relier les deux. Tu vois, si les darons, elles commencent à savoir que derrière, enfin les darons, quand mes leads aux US commencent à savoir que derrière, en fait, le CEO, c'est un mec de 20 ans qui est français. Tu vois, j'ai pas envie de lier ces deux business, tu vois, il y a un problème. Tu vois, j'ai pas envie que d'un côté, ma base de clients sache que c'est moi derrière, et j'ai pas envie que vous, de l'autre côté, vous savez que c'est moi derrière. Pourquoi? Parce que ça peut nuire aux deux, en fait. Ça peut nuire clairement aux deux. Maintenant, peut-être qu'à un moment, je le ferai, quand ce business il tournera pas, on pourra analyser ensemble mes pages de vente par le passé. Mais je pourrais, là, aujourd'hui, te montrer une page de vente qui a cartonné dans le passé. Et je le fais pas parce que c'est les mêmes comptes Facebook, c'est quasiment les mêmes URL, c'est les mêmes CGV, c'est les mêmes styles de vente, c'est la même police. Donc en fait, tu pourrais facilement retrouver et c'est... En fait, j'ai rien à gagner, si tu veux. J'ai tout à perdre. J'ai tout à perdre et rien à gagner. Donc... Voilà, maintenant peut-être à l'occasion on pourra analyser, j'ai un petit peu tourné en séduction en France, un petit peu aussi en make money en France, pas mal quand même en make money en France, mais le marché en France du make money est tellement fucked up, je vous jure les gars, c'est un marché fucked up le make money français, donc je tourne plus depuis un moment, je tourne un peu en make money aux US aussi, mais ouais du coup voilà, tous ces funnels là, on les analysera peut-être quand mon business sera fini, enfin quand l'infoprenariat, j'aurai carrément bifurqué sur quelque chose de différent. Question de Bara Cashflow, comptes-tu mettre en place ton idée de groupe d'entraide business? Alors pour ceux qui savent pas, j'avais eu l'idée de créer des groupes d'entraide business. En gros, imaginons toi tu veux lancer un site de drop. En fait on va créer un groupe avec tous les gens de la commune qui veulent créer un site de drop et on met des mecs qui sont experts en drop. Je vais donner un exemple, tu veux lancer un funnel, je crée un groupe dans lequel moi je suis dedans et tu me demandes des conseils et je te réponds dedans. Et les gens se donnent des conseils dans ce groupe d'entraide quoi. Je me suis dit ouais, pourquoi pas faire ça, ça me paraît être une très bonne idée genre franchement. Mais le truc c'est que si je fais ça, faut que je trouve des gens, donc faut que je les motive, et faut que je les motive monétairement. Donc faut que je trouve des gens successful et faut que je les motive, donc faut que je les paye. Et le truc c'est que c'est une dépense en plus. J'ai pas envie de vous faire payer pour ça parce que bon, si je commence à sortir un produit là-dessus, c'est pas vraiment un produit, tu vois, je pense que les gens sont pas prêts à payer non plus pour ça. La commu elle est pas assez grande, il y aura peut-être quelques mecs et tout, c'est pas encore le moment, on n'est pas assez nombreux et j'ai pas envie de vendre ça comme produit, voilà, aussi simplement que ça. Mais ça reste une très bonne idée, franchement ça apporte des résultats. Question de AI, comment percer dans un domaine et un pays ultra concurrentiel? En fait la concurrence, les gens je pense que la concurrence c'est mal, la concurrence c'est bien les gars. Moi je suis pote avec mes concurrents, on shoot les uns chez les autres, on fait de l'affiliation quoi. La concurrence c'est quelque chose de sain. Maintenant, comment percer dans un domaine et un pays ultra concurrentiel, je vais pas dire c'est très simple, mais la théorie est très simple. Pour percer, qu'est-ce qui fait ton leader? Ton leader il fait forcément quelque chose de mal. Il y a forcément quelque chose où il pêche, ou quelque chose qu'il a laissé de côté. Toi tu prends ce domaine où ce leader il pêche. Je vais donner un exemple, les cigarettes. C'est très bien pour les gens kiffent, c'est un super product market fit. Mais il y a un problème, c'est que c'est pas bon pour la santé. C'est que ça détruit tes poumons. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu prends le plus gros malus de ce marché-là et tu le transformes en truc bénéfique. Par exemple, je sais pas si je me suis bien exprimé, mais les cigarettes, le gros problème c'est que ça donne des problèmes de santé. Toi tu crées des cigarettes électroniques et ton argument principal c'est que ça fait rien à la santé. Autre exemple, Google, on te dit oui, Google ça vend tes données, et tu crées DuckDuckGo. Et t'es là en mode, on ne vend rien du tout. C'est ton seul argument, c'est ton argument principal. Autre chose, les cryptos, tout est centralisé, c'est un gros problème et il y a de l'inflation. Tu crées les cryptos, le gros bénéfice c'est ton argent t'appartient et ça lutte contre l'inflation. En gros, tu prends ce que les leaders pêchent, donc quoi il est mauvais, et tu en fais ta force. C'est comme ça qu'on perce. Question de Baphomet. La beauté a-t-il une influence sur le statut social et notre capacité à faire du business? Si oui, à quel degré, sinon pourquoi? La beauté a-t-elle une influence sur le statut social? Ouais, mais très légèrement. Je dirais que c'est mon opinion personnelle, mais surtout pour les femmes, j'ai l'impression que pour les hommes. Parce que si on regarde bien, il y a des hommes pas très beaux qui sont très influents. Enfin, il y en a plus, j'ai l'impression. Bon, après, tu me diras, c'est pareil pour les femmes. Peut-être que je suis biaisé en tant qu'homme et que j'ai du mal à trouver un homme beau et j'ai plus de facilité à trouver une femme belle. Donc, je vais plus être clément là-dessus. Donc, c'est mon avis. Maintenant, le statut social, maintenant la beauté, non. Le statut social, c'est défini par ton réseau, c'est défini par ton network, c'est défini par ta qualité à t'exprimer, c'est défini par la quantité de gens qui te suivent sur les réseaux notamment. C'est défini par plein de choses, le statut social. Donc la beauté, oui, ça joue. Mais maintenant, regarde Franck Ribéry, qui est un joueur de foot. Il est pas spécialement beau, tu vois, mais pourtant il a un statut social de fou. Donc maintenant, c'est sûr que tu leur ajoutes quelques points de beauté en plus. Ouais, il aura un meilleur statut, mais pas beaucoup. Et sur le business, alors là, ça dépend de ton business, tu vois. Si ton business c'est la politique,
Oui, le paraître, c'est très important. Mais si ton business, c'est vendre des formations en caleçon dans ton bureau, non, ça n'a aucun rapport, tu vois. Donc, le statut social, c'est quelque chose d'important, mais franchement, c'est pas le plus important dans le business, quoi. Maintenant, question de crypto passé. Quelle est la dernière décimale de pi? Alors ça, c'est une question que je reçois des milliers de fois par jour. Parce que la dernière décimale de pi, peu de gens la connaissent. Mais moi, je vais vous la révéler maintenant. La dernière décimale de pi, c'est 42. Ça fait réfléchir, hein. Bref, question de Sompa. J'ai l'impression de ne pas assez avancer dans mon business et de passer à côté de mon plein potentiel. Que penses-tu de brûler ces bateaux pour ne pas laisser le choix de réussir et vite? Je vis chez mes parents et je sais que mon environnement n'est pas du tout adapté. Alors, en gros, ta question, il y a 3 idées dans une phrase, c'est très mauvais. Ta question, c'est est-ce qu'il faut se tirer une balle dans le pied pour se retrouver dos au mur et enfin avancer dans le business? En gros, ta question, c'est ça, si j'ai bien compris. Je vais te raconter une petite anecdote. Moi, j'ai été dos au mur. Donc, comme tu le sais, j'ai quitté l'école à 15 ans, quasiment 16. J'avais pas le choix. Donc en fait, ma mère, elle se barrait à Tahiti pour son travail. Hein. C'était pas en mode wouhou, la fête du slip. Non, elle était inspectrice académique. Donc en gros, tu sais, l'inspectrice qui vient à l'école et tout, qui dit oh bonjour madame, vous faites bien votre travail. Ça, c'est le travail de ma mère. Elle allait dans les écoles, mais en gros là-bas, elle a fait 2 ans à Tahiti. Et mon père, avec qui j'étais en très 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 mauvais termes. Donc en gros, soit j'avais 16 piges, soit je devais aller au McDo. J'avais 3 options en vrai. Soit j'allais au McDo, genre un taf de merde. J'avais juste mon revers. Hein. Soit j'allais au McDo pour trouver de l'oseille et payer un loyer et avoir une vie de merde. Soit je retournais chez mon père, mais dans ce cas-là, je devais reprendre mes études. Donc en fait, pour moi, c'était 2 trucs giga impossibles. C'était deux trucs morts. Aller chez mon père, c'était mort. Reprendre les études, c'était mort. Les deux, c'était hors de question. Ou soit je devais habiter sur le canapé d'un pote en attendant que mon business marche. Et quand je te dis le canapé d'un pote, c'est il habitait dans un 60 mètres carrés. Hein. Donc c'était un canapé. Littéralement, il y avait les toilettes, la chambre, petite cuisine, toute petite. Genre, tu faisais comme ça, et ben en fait, c'était fini la cuisine. Genre, c'était cette distance-là. Et voilà, donc c'était 50-60 mètres carrés, quoi, max. Et on était à 2 dedans, et c'était mon frérot. Il a accepté que j'habite sur son canapé. Bon, je m'occupais de tout, dans les tâches ménagères, etc. Je m'occupais de tout. Mais en attendant, j'avais un logement gratos. Et lui, il travaillait. Et moi, je lançais mon business. Et donc là, en fait, quand t'es dans une vie aussi merdique, que tu habites dans un 60 mètres carrés. En plus, mon pote, il fumait du cannabis. Moi, à ce moment-là, je fumais pas de cannabis. Enfin, j'ai fumé un petit peu dans ma jeunesse, mais lui, il carburait, quoi. Quand t'as ton pote qui est là, qui est toujours ramolli comme ça, il est fatigué. Et toi, t'es là, t'es en mode, je dois bosser. Que tu bosses depuis un canapé parce qu'il n'y avait pas la place pour un bureau. Et ben, en fait, crois-moi que ça te met une giga tarte dans ta gueule et que t'as pas le choix d'avancer dans la vie. Donc, ça a quand même pris du temps avant de réussir. Parce que, bon, en fait, quand j'ai eu ce temps d'adaptation qui a mis du temps, mais j'étais tellement dos au mur que bah oui, mon business il a réussi. Donc c'était pas un business en ligne, hein. Je t'invite à regarder ma vidéo sur mon histoire, qui est la vidéo la plus vue de ma chaîne. Je vous remercie pour ça. Donc se tirer une balle dans le pied, je sais pas si c'est forcément nécessaire. Je pense que t'es suffisamment déjà dos au mur, voilà, hein. En gros, c'est soit tu finis dans la classe moyenne et pas dire tu meurs, mais t'as une vie lambda. Et j'en parlais d'ailleurs hier avec un de mes potes. Aujourd'hui, qui a un niveau de liberté tel que le mien. C'est pas pour me jeter des fleurs, mais j'ai un niveau de liberté aujourd'hui délirant. C'était pas possible dans l'histoire de l'humanité avant moi, avant cette période-là. Donc là, j'ai 20 ans. Ça veut dire quoi? Je suis même pas au top, au pic de ma forme, d'un point de vue hormonal, santé. Je suis encore, entre guillemets, en croissance. Genre, je prends quasiment encore 1 centimètre tous les ans. Genre, je grandis, frérot. Je grandis encore. Genre, j'ai 20 piges, quoi. C'est normal, je grandis jusqu'à 25 normalement. Ouais, je suis même pas encore à mon top d'un point de vue santé, croissance, etc. Et j'ai déjà une liberté de malade. C'est-à-dire, si je veux ne pas bosser pendant 2 semaines, je bosse pas pendant 2 semaines, pendant 1 mois, je bosse pas pendant 1 mois. Si je veux même arrêter de travailler, je peux. Je mets tout mon oseille dans le S&P 500, je prends 8% de rendement par an, ça me fait 25K par mois jusqu'à la fin de ma vie et je vis tranquille. Je peux faire ça, c'est possible aujourd'hui, mais je le fais pas. Je peux partir sur un coup de tête à l'autre bout du monde, partir en voyage au Japon avec une meuf, je peux faire ça. Je peux faire une soirée où je suis le seul mec et il y a 4 copines qui sont là, ou même 5, 10, autant que tu veux. Je te vois venir, hein, c'est des copines, hein, pas des prostituées comme on peut voir certaines fois à Dubaï. Hein. D'ailleurs, si ça vous intéresse une vidéo sur les relations hommes-femmes, je voulais le faire pendant les datasets, mais en fait je voulais vraiment travailler le sujet un petit peu plus. Franchement, comme je vous l'ai dit, je travaille sur la séduction sur le marché français, parce que c'est un domaine que c'est moi-même qui a fait le produit, donc pour te dire, bon, on voyait pas mon visage, c'était ma voix, mais bref. Mais franchement, j'ai quelque chose à apporter, parce que je vois tous les mecs là, oh, ils abordent des meufs dans la rue, bon, c'est clairement pas la question, mais ils abordent des meufs dans la rue et ils pensent qu'ils vont avoir des résultats. Oui, bon, ok, ça marche, mais c'est pas comme ça qu'on fait. C'est pas la question. La question c'était, est-ce qu'il faut se tirer une balle dans le pied? Non. Et la réponse c'était, t'as le choix entre vie de merde ou une liberté accrue, faire ce que tu veux, partir à l'autre bout du monde. Là, je peux faire tous les pays que je veux, j'ai des
relations tellement fortes, que ce soit avec des hommes ou avec des femmes. J'ai des amitiés très proches, j'ai des copines qui sont des piliers dans ma life en vrai, qui sont des piliers sur lesquels je peux m'appuyer. J'ai des réalités, j'ai de l'argent, j'ai ma famille qui est bien, et j'ai tout ce que je veux, j'ai un niveau de liberté qui est hors du commun et que même les rois, il y a 200 ans, n'avaient pas. Donc j'ai un niveau de liberté, de puissance, de jouissance en règle générale, de plaisir de la vie qui est inégalé. Même on n'a qu'à regarder un président, un patron du CAC 40 ou du S&P 500. Le mec n'a pas autant de liberté que moi. Il ne travaille pas pendant un an, il ne peut pas. Tu vois ce que je veux dire? Après voilà, chacun fait ses choix dans sa vie. Moi je sais que j'ai choisi de grind au max parce que c'est ce que j'aime et je vous invite à aimer travailler. C'est le cheat code de la vie. Question de l'apprenti moldu. Comment trouver des affiliés pour faire la promotion de notre funnel? Non, t'as pas besoin d'affiliés pour faire la promotion de ton funnel. En fait normalement, tu fais du fric, ça se sait, parce que tu commences à avoir du réseau. Normalement, t'as du réseau, tu vois. Quand tu commences à faire du fric en ads, le funnel, c'est de la ads. Arrêtez avec vos délires d'affi, franchement. J'ai fait un peu d'affi, ça rapporte que dalle. Allez, tu vois, tu peux gratter 1000 balles par jour, mais il va falloir des gros funnels. Et en fait, si tu prends 1000 balles par jour en affi, ça veut dire que tu peux prendre 10 000 balles par jour en ads. Donc, teste en ads. Teste si ton funnel il est bon en ads. Et puis voilà, hein. Franchement, pour trouver des affiliés, tu peux aller démarcher à la main. Mais moi, tous les clochards là qui me disent, désolé, hein, mais tous les clochards qui me disent, ouais, Valère, shoot sur mon funnel, enfin, ou en anglais, hey Valère, do you wanna shoot on my funnel? Ou en anglais, en mode, hey Valère, shoot sur mon nouveau funnel, j'ai 0 stats, mais t'inquiète, ça va faire de l'oseille, je t'envoie 80%. J'ai plusieurs millions de leads, je vais faire sauter ton Stripe. C'est du suicide, les gens qui me demandent ça. Honnêtement, pourquoi est-ce que je shooterais chez vous? J'ai déjà des funnels, ça n'a aucun intérêt pour moi de faire de l'affiliation vers les autres. À la limite, ce qui est bien, c'est de cross l'affiliation. C'est-à-dire que j'ai un autre poteau, il a 2 millions de leads aussi. Je lui dis, ah, tiens, on shoot chacun vers nos offres, ça nous fait des leads en plus et ça nous fait connaître chacun plus de marché, prendre plus de parts de marché et hop, on shoot les uns chez les autres. Et puis là, bam, chacun est gagnant. En plus, on a des putains d'offres, donc ça convertit. Donc moi, je te dirais, trouver des affiliés, c'est une croyance limitante. Je te dirais, teste ton funnel en ads. Si ton funnel, il est en ads, là, tout le monde voudra shooter chez toi parce que ton funnel, c'est un bon funnel. Et là, t'es en train de cramer ta réputation parce que, bah, si tu trouves des affiliés, ça veut dire que t'es pas rentable en ads parce que t'es là en mode, oh, il me faut des affiliés, il me faut vite des affiliés. Non, tu fais de l'oseille en ads. T'es là en mode, regarde, je fais ROI x2 en ads. Si tu veux shooter dessus, shoot, tu vas te blinder les couilles. Et voilà, je te dirais, ou alors rejoins des groupes. Ouais, c'est là-dedans que moi, j'ai trouvé des affiliés. Hein. Après, j'ai fait quand même pas mal d'oseille en affi, mais comparé à la ads, c'est rien du tout. Et bien, je crois qu'on a fait toutes les questions. Je crois qu'on a fait toutes les questions. Je vais refresh. Ah, ok, maintenant question. Ouais, donc on a des nouvelles questions. Question de Eric. Au vu de l'évolution des lois aux Émirats Arabes Unis, de l'ajout de nouvelles taxes, effectivement, de l'obligation comptable et de la coopération administrative avec l'Union européenne, est-ce que tu penses qu'il est toujours intéressant d'ouvrir une société dans le cas où tu n'y résides pas toute l'année? Avant de commencer, je ne fais absolument aucun conseil juridique. C'est pas mon métier. Allez voir des professionnels pour ça. Faites vos propres recherches, je sais pas ce qu'il faut dire, mais ce que je vais dire, c'est mon avis. Je suis pas un professionnel, ne suis pas mes conseils, ne suis pas ce qui va suivre, je te dis juste ce que je fais. En gros, effectivement, l'année prochaine, en 2024, il y aura 9% de corporate tax aux Émirats Arabes Unis, même si, bah, en fait, tu peux te verser des salaires toujours à 0%, ce qui fait qu'en fait, tu gagnes 100 000 euros. Ça, c'est ce que je crois, hein. Ça, j'ai pas vérifié. Parce que moi, je ne suis pas impacté par ça, j'ai un autre montage qui me permet d'être à 0%, notamment avec des LLC et des holdings en Amérique, donc je suis pas affecté par ça. C'est ma personne qui est aux Émirats Arabes Unis et mes autres sociétés qui sont dans d'autres juridictions. Donc je ne suis pas infecté par ça. Maintenant, ce qui est intéressant pour ouvrir une société à Dubaï, c'est que ça te permet d'avoir un statut de résident. Et un statut de résident, qu'est-ce que ça permet? Ça permet notamment avec les LLC américaines, qui sont à 0% sur les corporate tax, d'être à 0% sur la taxe sur les salaires. Étant donné que, je m'explique, à Dubaï, on a 0% de taxe sur les salaires. Ça veut dire que quand tu te verses un salaire, tu ne payes pas d'impôt. Et heureusement, parce que ça mettrait un gros frein à l'économie. Donc, si tu te verses un salaire, tu n'as pas d'impôt. Voilà. Et une LLC, si tu l'ouvres, du moins en tant que Français aux États-Unis, tu n'as pas de corporate tax. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ta LLC, elle encaisse l'argent. Tu as 0% d'impôt sur les bénéfices. Et ensuite, toi, tu peux te verser un salaire à 0%, puisque les LLC, dans leur fonctionnement, disent que les impôts que tu dois payer sur tes salaires, c'est les impôts de ton pays de résidence, à savoir Dubaï. Donc 0%. Donc si on refait le calcul, 0% de corporate tax avec la LLC et 0% d'impôt sur les salaires sur ta personne. Ce qui fait 0 plus 0 égale 0. Donc ça, c'est l'un de mes montages, en l'occurrence. C'est pas un montage compliqué, hein. T'as juste deux sociétés, hein. C'est pas à la folie. Et ça permet d'être toujours à 0%. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu ce que je fais. Donc je vous invite à vous renseigner par vous-même. Je sais juste que mon comptable m'a confirmé et mon fiscaliste m'a confirmé que je ne serais pas affecté par cette nouvelle loi. Question de Goat of AI. Qu'est-ce que
tu penses de l'IA et comment ça va révolutionner le monde? Ça va accélérer le monde. En gros, c'est juste tout va aller plus vite. Même moi, d'ailleurs, je prépare une nouvelle vidéo bientôt sur comment créer des pubs Facebook avec l'IA, comment créer des mails avec l'IA et comment... Ah, je vais pas dire le troisième. Tu vas kiffer, mais ça va être une dinguerie. Donc, à mon avis, tout va s'accélérer, tout va aller plus vite. Eric Olaf, tu es allé à Monaco récemment pour du pro, exactement. Quels sont les prérequis pour ouvrir un compte bancaire dans cette principauté? Je n'ai pas ouvert de compte bancaire à Monaco, je ne suis pas au courant. Moi, je suis français et je sais qu'en tant que français, tu as des impôts à Monaco. Voilà. Donc, je n'ai pas de compte bancaire en France d'ailleurs, ni à Monaco, ni de société en France, ni à Monaco. J'y suis allé pour du réseau, pour du networking notamment. Enfin, c'est pas vraiment du networking, mais c'était du... D'ailleurs, big up à toi si tu regardes cette vidéo, je pense pas qu'il est resté juste là. Mais je suis allé voir un collègue, un ami, un collègue qui est devenu un ami à ce moment-là. Voilà, donc il m'a fait rencontrer plusieurs de ses potes, etc. C'était un agréable moment. D'ailleurs, je vous invite à me suivre sur mon Instagram, qui s'affiche dans la description, The Valère. En fait, c'est The Valère partout. C'est mon Instagram perso, c'est même la plupart des stories sont en anglais. Mais voilà, si tu veux suivre un petit peu ma vie au quotidien, c'est mon compte perso, on se marre bien. Eric, est-ce que tu sais comment ouvrir un compte en banque à la Bank of America avec MyLC? Alors il me semble que Inkfile le fait, il me semble, donc ça à vérifier encore une fois, c'est pas un conseil en fiscalité, il me semble que tu peux envoyer un agent le faire pour toi, je suis pas 100% sûr mais... Bref, on a fait toutes les questions, c'était une vidéo assez longue, j'ai kiffé faire ça avec vous aujourd'hui. Ah, maintenant, dernière question de Scribe, est-ce que tu penses constamment à ton business ou à l'argent en général, comme si ça faisait partie de toi? Je vais te répondre honnêtement, ouais. Clairement. Tu sais, en fait, moi, j'ai un paradoxe, c'est que les gens projettent sur moi leurs attentes de résultats. En mode, c'est, ils projettent à moi, à 20 ans, je faisais ça. À moi, à 20 ans, ceci. À moi, à 20 ans, cela. Ouais, ok. Et ils me disent, ouais, putain, toi, à 20 ans, ouais, t'as tant de millions et tout, t'es chaud. Et en fait, moi, je dois oublier ce bruit autour et me dire, non, Valère, c'est pas assez ce que tu fais. Ok, c'est bien, t'as passé l'étape 2, l'étape 1, puis l'étape 2, mais il te reste beaucoup d'étapes. Et en fait, je dois un petit peu contrecarrer les félicitations qui me pousseraient à ralentir. En fait, ça crée du coup un petit peu l'effet extrême opposé. Moi, je suis quelqu'un d'assez, on va dire, assez extrême dans ma réflexion. Donc, ce qui fait que, en fait, les gens qui m'encouragent, qui me disent Valère et tout, c'est bien, t'es chaud, continue comme ça, t'es trop fort, enfin, qui font de la démagogie, qui me brossent dans le sens du poil, et bien en fait, ça me donne juste envie de tryhard encore plus. Là où certaines personnes ont envie de se reposer, parce que c'est vrai, 3, 4, 5, 6, 10 millions, c'est bien, mais moi, ça me suffit pas. Et je suis tous les jours obsédé par ça. J'habite aussi donc avec un de mes associés qui travaille sur moi, sur quelques-uns de mes business, enfin, sur quelques-uns de mes funnels, qui lui aussi est obsédé à l'argent, qui lui aussi a plusieurs millions, et on est obsédé par le fric. Tous les jours, nos discussions, ça ne parle que de ça. Même quand je suis en date avec des meufs, je sais pas, je parle de fric, tu vois. Bon, je parle pas de mes business, mais tu vois, on parle d'argent, tu vois. C'est tellement quelque chose d'important pour moi, et ça l'est peut-être trop, mais écoute, c'est quasiment la seule chose que je sais faire de ma life, je sais faire du fric, tu vois. J'ai fait beaucoup de sacrifices, beaucoup de sacrifices de vie, beaucoup de sacrifices de temps, beaucoup de sacrifices d'apprentissage pour juste apprendre à faire de l'argent, comprendre les flux monétaires, comprendre le fric, que bah aujourd'hui, quand je me retrouve avec de l'argent, bah, j'ai juste envie d'en savoir plus parce que c'est comme une faute professionnelle de pas utiliser au plein potentiel ces connaissances-là. Donc, je me suis tellement passionné par l'argent et je sais que les Français n'aiment pas ce discours-là, mais que je me suis tellement passionné par le fric et je sais tellement à quel point le fric, ça apporte de la liberté et toujours plus de choses. Comme je te l'ai dit, moi, mon objectif, c'est certes d'être milliardaire. Mon objectif, c'est de faire un resto avec Elon Musk, Zuckerberg et Jeff Bezos, s'il sera encore en vie, Warren Buffett à côté de moi. C'est ça, mon vrai objectif. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas 1 milliard sur le compte. Ok, je suis obsédé par l'argent, mais je suis obsédé par ce que rapporte l'argent. Honnêtement, c'était une vidéo assez longue. J'ai pris énormément de plaisir à faire cette vidéo. On était un petit peu plus chill que d'habitude. Je répondais à vos questions. J'espère que ce format vous a plu. J'espère que cette vidéo t'a plu. Il y a mon Telegram dans la bio. Il y a même mon Insta, tous mes réseaux. Je t'invite à aller dessus. Je t'invite à cliquer sur le lien en description. Balade-toi. Si t'as kiffé cet écosystème, franchement, on est bien, on est posé. Maintenant, comme tu le sais, cette chaîne va prendre une toute autre tournure. Je t'invite sincèrement à cliquer sur les liens en description. On passe des bons moments. Rejoins-moi un petit peu partout. J'espère que t'as kiffé, j'espère que t'as appris beaucoup de choses, que t'as passé un bon moment. Moi, j'ai adoré passer du temps avec toi. C'était Valère. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, t'abonner, mettre la cloche, commenter, partager à tes potes, mettre une story Insta, en parler à tes parents, distribuer des flyers et puis surtout faire des pubs pour prendre des espaces publicitaires pour faire de la publicité vers cette vidéo YouTube. Si t'as apprécié, je rigole, juste je te demande pas de faire de la pub. Je te demande simplement de mettre un pouce bleu et de t'abonner. Bref, c'était Valère. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te souhaite une agréable fin de journée. Double ciao.